sujet, c'est les facteurs clés du succès, donc de l'automatisation au sens large dans une entreprise. Donc on va essayer d'aborder ce point-là. Donc plusieurs personnes présentes. Donc vous en avez deux déjà qui se sont présentées. Donc Isabelle Biré-Reyel donc de Dalim, et puis donc Virginia Mboulard que vous venez juste d'entendre. Et puis donc une personne que vous connaissez pas, donc qui est Frédéric Soulier. Donc je vais lui donner la parole, comme ça il va pouvoir se présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Soulier, je suis en charge donc des équipes de développement chez un éditeur logiciel, un autre éditeur logiciel, qui s'appelle Caldera et qui édite principalement des solutions RIP pour les environnements jet d'encre, dont on parlera juste après. Merci Frédéric. Oui, donc donc ce qui serait intéressant peut-être dans un premier temps, donc c'est savoir si au niveau de Frédéric et d'Isabelle, comme vous êtes fournisseur de solutions logicielles, quels sont peut-être des retours d'expérience que vous avez. Alors Frédéric, ça sera plus donc jet d'encre et grand format jet d'encre, voir donc quelques cas de figure qu'il a pu voir et qui sont donc des succès de l'automatisation, voilà. Et puis après Isabelle Biré-Reyel aussi plutôt sur le domaine donc de l'impression traditionnelle. Je crois que vous avez un peu plus d'expérience là-dessus, mais autrement vous pourrez nous parler d'autres expériences. Voilà, donc première chose, voir si vous avez quelques retours d'expérience, Frédéric, par rapport à des grands succès de l'automatisation dans le jet d'encre et dans le grand format. Ouais, très bien. Alors, grand succès, je ne sais pas, mais on va pouvoir en débattre. Donc, effectivement, donc on est un éditeur logiciel qui vient du monde du grand format. On vient du monde du grand format et on a migré vers toutes les applications diverses du jet d'encre. Donc, je m'y attarderai plus tard lors de ma présentation. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le jet d'encre grand format, qui était dédié essentiellement à la communication visuelle, et a dérivé vers d'autres métiers qui sont divers et variés. Donc on parle de la décoration, il y a le label, le packaging, etc. Donc le jet d'encre aujourd'hui, c'est plutôt une solution alternative à l'imprimerie traditionnelle pour des petites séries et de la personnalisation. Donc essentiellement donc, dans le monde du packaging et du label et de la décoration. Donc les différentes applications qu'on a vu naître dans l'automatisation de ces procédés qui faisaient intervenir donc des procédés d'impression jet d'encre sont un peu moins dans la communication visuelle, mais plus donc sur ces autres secteurs d'activité. Donc à partir du moment où... Alors le monde du jet d'encre grand format, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un monde qui est très très loin des normes, très très loin de travailler dans un souci de qualification, de normalisation, etc. À part pour des gros acteurs qui sont également équipés. Mais donc on vient vraiment d'un monde où les normes sont vraiment annexes, c'est pas vraiment quelque chose de très très important dans ce monde-là. La plupart de nos clients sont des petits imprimeurs, beaucoup d'imprimeurs avec 2 ou 3 employés, des moyens avec une dizaine d'employés et des gros donc, qui peuvent atteindre environ 500 employés. Donc dans les différents cas, évidemment, on va plutôt parler d'automatisation pour cette dernière catégorie. Donc, par exemple, si on veut prendre un exemple concret, on va parler de PixArtPrinting, que je pense pas mal d'entre vous connaissent, qui est un client donc de Caldera, qui est équipé avec des RIP Caldera pour toute la partie impression grand format. Donc, on parle d'une trentaine d'imprimantes équipées avec ces logiciels donc centralisés, et avec des solutions d'automatisation diverses et variées. Il faut savoir que nous, Caldera, on intervient au niveau du RIP, donc on est sur une étape de la production, on n'est pas en amont de la production, on est vraiment déjà dans la production, au niveau du RIP, de l'impression et de la découpe, qui est une première étape de finition. Donc les machines de découpe deviennent de plus en plus intelligentes et peuvent être automatisées et nous donner des retours. Donc c'est là que ça devient intéressant pour un client comme PixArtPrinting, qui donc fait partie du même groupe que Vistaprint, etc. On s'aperçoit qu'on va devoir communiquer
Donc merci au JDF dans ce cadre. On va devoir communiquer avec d'autres acteurs qui sont en amont sur le même type sur le flux de production. Donc on communique avec des logiciels de type pré-presse, avec des solutions, donc là pour ne pas la nommer, donc qui est ESCO Automation Engine, qui communique, qui va pouvoir communiquer donc avec Caldera en communiquant en fait le cahier des charges de la production, à savoir à travers du JDF et du JMF, pour savoir qu'est-ce que nous on doit en faire à notre niveau. Capter les retours de ces imprimantes, parce qu'on parlera aussi plus tard de la capacité du JDF à communiquer directement avec les imprimantes aujourd'hui et les machines de production. Donc de capter cette information et de pouvoir la fournir au flux de production émetteur, on va dire, de l'acteur émetteur donc du job, à savoir dans ce cas-là ESCO Automation Engine. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a des flux complètement transparents qui fonctionnent très très bien, avec de l'amalgame qui peut être fait en amont, mais aussi dans le RIP, avec de la découpe qui est gérée par le RIP ou en amont, encore une fois, par leur MIS qui est un MIS maison. Voilà, donc ici on se retrouve avec une multitude d'acteurs logiciels sur un flux de production qui communiquent entre eux grâce donc, au JDF aujourd'hui. Donc ça c'est un exemple qui est assez représentatif. D'accord. Donc, ouais, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et alors, Pixar Printing, je crois que c'est quand même une société assez grosse, surtout que ça fait, effectivement, ils ont été intégrés à Vistaprint. Et donc là, tu disais que ils avaient développé un MIS maison. Est-ce que c'est parce que dans ce domaine-là, il n'existe pas de MIS qui fonctionne, ou c'était une volonté de l'entreprise? Ou tu sais pas? Si, oui. Alors pour les avoir côtoyés longuement et depuis longtemps, effectivement, lorsqu'ils sont partis dans l'automatisation de leur production, qui était donc un peu de label et puis enfin, ils utilisent essentiellement des HP Indigo au départ, et ensuite ils sont peuplés. Ils ont aujourd'hui beaucoup plus d'imprimantes grand format jet d'encre que d'Indigo qui sont en train de remplacer petit à petit, pour leur donner plus de flexibilité, accéder à des petites séries, voire de la personnalisation. Toujours les mêmes raisons pour le jet d'encre. Et à cette époque-là, c'est-à-dire à 5-6 ans, effectivement, un MIS dédié grand format n'existait pas. Donc, étant donné que c'est une société qui a les moyens d'avoir les ressources pour faire de l'intégration eux-mêmes et de pouvoir faire du développement, il faut savoir que Pixar Printing a une équipe de 16 développeurs aujourd'hui qui est embauchée à plein temps sur le MIS. Donc voilà, c'est un peu différent du cadre normal et usuel qu'on peut constater sur le marché. Ils ont pu développer leur propre MIS, évidemment, du coup, dédié complètement à leurs besoins. Merci. Donc on va passer la parole à Isabelle. Donc un retour d'expérience ou quelques retours d'expérience marquants. Alors moi je pensais plutôt dans le traditionnel, parce que c'est vrai que vous êtes bien implanté dans l'impression offset, Helio. Oui, alors on peut traiter effectivement deux cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'automatisation, on passe très facilement d'un process à un autre. Alors peut-être moins de l'offset à l'Helio, mais plutôt de l'Helio à l'offset et même de l'offset directement au digital printing. Ce qui est important dans l'automatisation et dans notre expérience, c'est vrai que le premier besoin, c'est essayer de produire plus vite, avec plus de qualité. Et tout ceci avec des contraintes de coûts aussi très fortes. Donc c'est l'origine de l'automatisation, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler très tôt, dès le début des années 90, notamment dans l'Helio où il y avait des grandes quantités, la notion de qualité au niveau de la couleur. Donc c'est essayer déjà de bien connaître son process, et ça c'est quelque chose d'important lorsqu'on est imprimeur, ou d'ailleurs peu importe le type de métier, c'est de connaître son process, de connaître exactement là où on pourrait automatiser. Et une fois que l'on a découvert, je dirais, les niches, les potentiels d'automatisation, c'est essayer de trouver les outils adéquats. Alors l'automatisation, elle se fait dès la réception des fichiers. On a entendu tout à l'heure Virginie qui parlait de la réception des fichiers. S'assurer que sitôt qu'on a des fichiers, qu'ils sont aptes à être imprimés. Donc c'est ce qu'on appelle l'étape de normalisation, de preflighting, avec un renvoi automatique de l'information au client, lui demandant de prendre ses responsabilités si les données sont mauvaises. Et tout ceci aussi bien en offset qu'en Helio.
et d'ailleurs aussi au niveau du numérique, c'est quelque chose de plus en plus important. La deuxième étape, au niveau de cette transformation, c'est quel type de traitement. Lorsqu'on est par exemple sur de l'offset ou sur de l'hélio, on voit de plus en plus de petits catalogues apparaître au niveau de la grande distribution, hein. Ça peut être le catalogue sur la cuisine, ça peut être le catalogue sur l'ameublement et ainsi de suite. Ces catalogues sont produits, j'irais, avec une seule matrice et plusieurs langues à la fois. Par exemple, de ces gros producteurs, c'est notamment Ikea. Ikea qu'on connaît tous, c'est le plus gros producteur au monde de catalogues. L'impression, le nombre de copies imprimées, c'est plus important que la Bible aujourd'hui. Un de leurs soucis fondamentaux, c'est produire ces catalogues, qu'ils sortent tous à la fois au monde au même moment, avec une qualité et une rigueur au niveau de la couleur, une qualité au niveau des textes. Chacun connaît bien chez Ikea, j'irais, les noms un peu bizarroïdes qui en font leur succès, mais il ne faut pas effectivement qu'on oublie le trémois sur le haut ou le haut barré, parce que ça change tout au niveau tout simplement du produit. Et au niveau de la qualité et de la couleur, c'est pareil. Ce qui fait venir les clients chez Ikea, ce qui fait venir d'ailleurs les clients d'une manière générale vers la grande distribution, c'est la fidélité et le rendu de cette couleur. Lorsque vous voyez un tapis, si vous allez dans le magasin, vous apercevez que le tapis n'est plus aussi rouge vif que ce que vous aviez vu, mais qu'il est bordeaux, en fin de compte, ça va aller contre le succès. Donc c'est aussi un souci important pour ces gens-là de trouver des moyens d'automatiser et de garantir une qualité de l'impression. Maintenant, alors là, on est peut-être plus sur des process Helio, mais le catalogue Ikea est encore en Helio aujourd'hui, mais tous les petits catalogues que l'on voit, genre Leroy Merlin, Carrefour et Co, eux sont aujourd'hui produits plus généralement sur de l'offset. Un des derniers points aussi au niveau de l'automatisation, c'est tout ce qu'on appelle le changement de langue ou le changement au noir, d'ailleurs qui n'est pas forcément au noir. C'est quelque chose qui va permettre de faire de la personnalisation. Tout simplement, on va l'avoir en français, en anglais, en allemand. Et ceci, on va le retrouver aussi de plus en plus aussi dans d'autres process. D'ailleurs, on retrouve ceci aussi au niveau du packaging aujourd'hui. C'est des choses assez intéressantes à voir. Ce que l'on appliquait à l'origine, je dirais il y a une dizaine d'années, dans le monde de l'offset traditionnel, c'est quelque chose qui est en train de verser au niveau du packaging, parce que le packaging est un des domaines aujourd'hui où on essaye aussi de trouver des niches et des moyens d'optimiser le process et de réduire les coûts de production. Que dire d'autre sur l'automatisation? Aujourd'hui, je dirais une des survies, une des raisons de subsister en France, c'est effectivement de nos outils, c'est de passer par l'automatisation. On n'a pas d'autres moyens. C'est aussi d'essayer de regarder ce qui se passe à l'étranger, où certains pays sont plus en avance que d'autres. Et c'est un des éléments fondamentaux. Des autres sources d'automatisation sur lesquelles on travaille aujourd'hui, et c'était intéressant d'ailleurs la présentation faite par Virginie sur l'imposition, c'est ce qu'on appelle l'imposition totalement automatique, où effectivement on s'affranchit complètement des gabarits d'imposition, où là ils vont être calculés tout simplement à partir des informations des presses. Et c'est vrai que là on n'a plus besoin de construire sa librairie, parce que c'est quelque chose on sait sur quelle presse on va imprimer, on sait aussi quel type de contraintes, quel type de marque de couleur il va falloir déposer sur l'imposition. Et tout ceci est établi automatiquement. Donc c'est impressionnant de voir que ces pays est arrivé à ce développement. C'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui, qui existe aujourd'hui en Helio, d'une manière totalement automatique, qui existe en offset aussi. En offset rotative, c'est beaucoup plus simple à déployer, c'est aussi l'expérience que vous en avez eue. Et sur l'offset feuille, c'est effectivement quelque chose sur lequel, en tout cas, nos équipes, c'est un des challenges sur lesquels nous travaillons actuellement pour pouvoir s'affranchir complètement de cette notion d'imposition, que ce soit fait automatiquement. Donc voilà ce que l'on peut souligner au niveau de l'automatisation. Après, au niveau des exemples, je pourrais vous donner des exemples. Tu as parlé tout à l'heure de Pixar, moi je pourrais parler de Exaprint, qui lui fait partie aussi du groupe maintenant
Vista, qui utilise nos flux de production, qui ont un colossal besoin d'automatisation, qui ont aussi un colossal succès. Et d'année en année, on voit effectivement leur production augmenter parce qu'ils ont aussi besoin, au niveau de l'automatisation, de penser à l'évolution. De penser à l'évolution en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de productivité. Et ça, c'est fondamental, de pouvoir penser à un système qui va pouvoir, lui, grandir sans pour autant rajouter des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on continue à piloter le système avec un seul et unique cockpit, et non pas de rajouter, en fin de compte, plusieurs systèmes en parallèle et les ressources humaines ou autres à mettre en œuvre derrière. Donc ça aussi, c'est un des facteurs importants lorsque l'on est dans ce type de démarche. Penser grand tout de suite, penser système ouvert. C'est une des clés du succès, c'est-à-dire que si effectivement aujourd'hui on n'a pas de ERP ou on a un ERP qui n'est pas JDF, pensez à ce que ce système il puisse communiquer avec vos autres systèmes. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. S'assurer que les systèmes vont continuer à fonctionner, à se développer avec ce qui va arriver d'ici 2, 3, 5, 10 ans. Voilà. Très bien, merci. Je voulais aborder aussi pendant cette table ronde les obstacles que vous avez pu voir apparaître chez les différentes entreprises que vous avez pu côtoyer. Alors c'est vrai que Virginie en a un petit peu parlé, elle, des obstacles qu'elle a pu rencontrer en interne chez CPI. Donc, je voudrais qu'on développe un petit peu là-dessus, les obstacles, comment les entreprises s'organisent. Donc, je pense qu'il y a un changement organisationnel assez important. Il y a peut-être des nouvelles compétences ou des compétences qui vont disparaître du fait de l'automatisation. Il y a de nouveaux postes qui vont peut-être se créer. Comment vous voyez les obstacles qui sont à surmonter dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, si vous pouviez aborder cette notion d'organisation et de compétences complémentaires nécessaires. On va commencer. Peut-être Virginie, elle en avait un peu parlé, mais qu'elle nous donne un petit peu son sentiment par rapport à ça. Je dirais que le premier obstacle quand on installe, que ce soit un système ERP ou une automatisation d'un flux, c'est la peur du changement dans une entreprise. En fait, c'est l'homme derrière tout ça. On en a parlé en effet tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte dans tout projet. Si on ne s'occupe pas de l'humain et des conséquences sur l'humain et l'organisation interne de la société, on risque d'aller vers l'échec parce que les gens vont être contre et absolument contre les modifications qu'on veut apporter, et on va avoir un mal fou à passer en production et à maintenir le système. Donc, mais ça vaut pour n'importe quel type de projet informatique et organisationnel, puisque tous ces projets d'automatisation ont un impact considérable sur l'organisation des travaux et sur l'évolution des métiers. C'est clair que progressivement, on va vers une réduction du pré-presse. Sur l'impression numérique, nous, on arrive à un zéro pré-presse. Ou alors le pré-presse est totalement automatisé. Il n'y a plus d'opérateurs en pré-presse. Donc les opérateurs de pré-presse, quand on leur présente ça la première fois, ils ont très peur. Ils ont peur pour leur emploi. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc il faut avoir prévu, il faut y avoir réfléchi auparavant pour savoir comment on va faire évoluer les gens dans la société et qu'est-ce qu'on va leur proposer. Et puis, dans tous ces projets, toujours encore un facteur humain, il faut s'entourer de key users dans chacun des métiers qui vont être bouleversés par l'installation de ces outils. Donc, un key user au minimum par métier ou par module. Et puis ensuite, d'autres utilisateurs qu'il faut impliquer dans la démarche pour leur montrer que finalement, il
n'y a pas raison de s'inquiéter outre mesure, et que par ailleurs ça va leur apporter du confort dans leur travail au quotidien, qu'il y a plein de tâches répétitives qui vont disparaître et qui vont peut-être pouvoir plus se concentrer sur leur expertise dans leur domaine. Après, oui, les autres difficultés. Ouais, voilà, au niveau organisationnel, et puis les compétences qui changent. Alors les compétences, oui, ouais. les compétences qui changent. C'est vrai que là aujourd'hui, nous sommes. J'ai l'exemple tout récent de l'installation du système File Manager donc dans la 3e usine française. Là, donc les 2 autres usines étaient installées depuis plusieurs mois et on a installé la 3e usine récemment. Et ça a touché particulièrement le pré-presse et certaines personnes du pré-presse qui ont aujourd'hui, en effet, crainte. Donc c'est pas simple, mais on est obligé d'en passer par là. Beaucoup d'explications aussi, d'accompagnement. D'accord. Donc, ouais, je pensais aussi, typiquement, si on automatise aussi l'entrée des informations, est-ce que les fabricants, est-ce que c'est un métier qui ne va pas avoir tendance à disparaître, puisque du coup, on automatise aussi l'entrée des informations, la génération du dossier de fabrication, etc. Alors, disons que le métier évolue plus vers le conseil au client. Donc, on remonte... Le contrôle du fichier va remonter vers le fabricant, puisque aujourd'hui, nous, c'est le fabricant qui prend le fichier du client, le dépose dans notre système de gestion de fichiers et de contrôle de fichiers, et qui regarde si le fichier est validé, pas validé techniquement, qui va jeter un coup d'œil. Plus on va l'aider, plus on va lui donner des outils qui lui traduisent les contrôles en langage compréhensible par tout un chacun, plus il pourra rapidement revenir vers son client pour lui signaler tel ou tel problème ou prendre la décision de valider un fichier. Et donc c'est la démarche qu'on a entreprise. Donc en effet, ça n'est plus le pré-presse qui fait ça, c'est de plus en plus le fabricant qui le fait. Et comme le fabricant a beaucoup plus de temps, parce que, beaucoup plus de temps, il traite quand même beaucoup plus de commandes aujourd'hui qu'auparavant, il va avoir plus de temps pour conseiller le client sur justement la remise de ces éléments, sur comment réaliser un ouvrage, un job, que sais-je. Donc on fait évoluer les métiers en fait. Très bien. Donc Frédéric, je ne sais pas si toi tu peux intervenir sur les obstacles à surmonter, alors plus dans le cas du grand format jet d'encre, puisque du coup c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le même type d'entreprise. Est-ce que tu as un peu les mêmes constatations que Virginie? Alors, je pense que le pré-presse reste plus important dans ce type d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, le pré-presse est le principal acteur qui est en changement. Après, au niveau de la production, de ce qui se passe derrière, il y a quand même une nécessité absolue de l'accompagnement. Je suis complètement d'accord de l'humain. Il faut accompagner les gens. Les temps de décision sont quand même relativement longs. Et il va falloir quand même donc accompagner ces personnes vers, surtout au niveau du pré-presse, vers d'autres métiers, entre guillemets plus intelligents, avec des tâches moins répétitives, etc. Et voilà, ça se traduit à travers des cas d'application concrets qui sont, par exemple, le marché de volume qui est, par exemple, les toiles Canva sur des cadres en bois. Donc, on a un client qui n'est pas très loin d'ici qui s'en occupe. Il y a eu plusieurs intégrateurs qui sont allés sur site, chaque fois pour chaque brique logicielle, on va dire, du flux. Donc il y a Dalim aussi qui intervient sur ce client. On a des intégrateurs externes, il y a Caldera qui intervient, etc., pour mettre tout ça en commun. Et on se retrouve effectivement avec l'obstacle majeur qui est l'accompagnement de l'utilisateur de l'imprimeur, qui soit capable à la fin, et que tout le monde soit capable de travailler autrement. Donc finalement, on a à peu près les mêmes contraintes, quel que soit le métier. Et encore une fois, le grand format jet d'encre est en train de vraiment dévier de la communication visuelle vers des applications verticales et vers des applications beaucoup plus industrielles aujourd'hui, en recherche de normes.
où il y en a très peu, mais ils sont en recherche de normes. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc c'est un petit peu l'imprimerie traditionnelle il y a quelques années. Donc on a une projection sur ce type d'application, ce type d'imprimeur. Et voilà, on se retrouve avec les mêmes obstacles finalement que pour l'imprimerie traditionnelle. Est-ce que vous avez systématiquement, parce que moi je pense que c'est un des problèmes aussi qui peut arriver, un correspondant interne dans l'entreprise qui peut prendre le relais, parce que c'est vrai que l'automatisation c'est assez technique, même si vous apportez des solutions qui sont plus ou moins clé en main, mais enfin il faut quand même une certaine formation, il faut pouvoir le prendre en charge dans l'entreprise, il faut que quelqu'un fasse de la gestion de projet et puis techniquement se mette au niveau de ce qui est installé. Est-ce que ça vous l'avez systématiquement, ce correspondant dans l'entreprise ou pas? Et je pense que ça c'est un des éléments importants et clés. Oui, absolument. Donc ça, c'est vraiment une remarque très très pertinente. On s'aperçoit que le succès de l'installation de ces flux automatisés passe évidemment par la prise de responsabilité de l'imprimeur lui-même. Encore une fois, il peut s'agir de petits imprimeurs qui n'ont pas forcément les ressources et les ressources nécessaires pour dédier une personne à ce projet. Mais effectivement, à partir du moment où il y a un chef de projet sur place qui joue le jeu, hein, qui est vraiment là quand il faut, ou à plein temps, voilà, ça c'est un facteur clé du succès de l'automatisation et de la mise en place d'un flux. S'il n'y a pas cette personne devra être remplacée par des consultants externes ou par des intervenants provenant donc des éditeurs logiciels. Et là, c'est un peu plus compliqué puisque les choses vont se faire plus à distance et avec moins d'interaction avec l'ensemble du personnel sur place. Merci. Isabelle, donc un retour aussi sur ce problème d'obstacle. Sans faire, je dirais, tout ce qui a été dit est réel, je rajouterais un point qui est important, c'est le phasage. C'est le phasage dans le projet. Mais ça, je dirais, c'est comme dans tout projet, il faut être rationnel. C'est pas la peine d'essayer d'embrasser trop vite. Il faut commencer par là où ça fait le plus mal. Si la problématique, c'est bon, on a systématiquement des erreurs sur nos fichiers, alors, regardons plutôt pour automatiser cette partie d'analyse des fichiers. Comment faire pour résoudre ce problème? Si un des problèmes, c'est on a trop de commandes, on ne sait pas comment faire pour les automatiser derrière, ben, c'est voir si un système d'automatisation de prise de commande est possible et comment nourrir après les systèmes derrière. Ce qu'il faut, c'est vraiment phaser. Et le plus important, c'est effectivement de faire de ce projet un projet d'entreprise. Ne pas le garder dans un petit cercle d'élus, mais vraiment le partager au sein de toute l'entreprise, parce que c'est vrai que c'est un bouleversement, c'est un changement. Et l'étape d'après qui arrive, c'est très souvent, et en plus, Internet. Internet étant subi plutôt comme étant un facteur négatif, alors que c'est un facteur, je dirais, d'expansion formidable. Donc, essayons d'embrasser les technologies. C'est pas la peine de réinventer la roue là où elle existe. Je dis toujours, mieux vaut faire un copier-coller. C'est peut-être pas la peine de faire tout de suite mieux que tout le monde. Essayons déjà de faire aussi bien que tout le monde pour pouvoir après penser à mieux que tout le monde et à essayer de transcender l'installation. Je crois que c'est ce qui est de plus important aujourd'hui au niveau de l'automatisation. Donc, le phasage, porter un projet, bien le définir et puis le partager au sein de l'entreprise. Très bien. Moi, j'avais encore une question sur les compétences. C'était donc Frédéric et Virginie ont parlé donc de développement interne. Est-ce qu'il faut avoir vraiment des compétences informatiques en interne pour pouvoir donc évoluer vers l'automatisation? Alors, les compétences informatiques, je dirais, elles peuvent être à deux niveaux. Frédéric a souligné le fait que sur certaines compétences, on peut peut-être s'adosser directement soit aux éditeurs, soit à un consultant. Si on est sur des choses vraiment très spécifiques, on parlait tout à l'heure du JDF, c'est peut-être pas la peine de financer pour toujours gérer une compétence informatique spécifique. Gérer les systèmes sont suffisamment pensés standards pour pouvoir faire évoluer. Mais c'est vrai qu'un point important, c'est de penser à la formation des équipes et de les faire évoluer avec les systèmes. On ne vient pas du jour au lendemain, on ne change pas du jour au lendemain d'outils, de méthodes sans avoir eu un apprentissage. Donc c'est un accompagnement qui est important.
là-dessus, j'irais, nos voisins allemands ont bien compris que la formation continue est indispensable. En France, c'est quelque chose qui est un petit peu plus délicat. En tout cas, c'est pas mon domaine. Je vends pas de la formation continue, mais oui, c'est important. Il faut continuer effectivement à regarder, à avoir un esprit éveillé et rester en veille. Voilà. Donc oui, il y a des changements. Alors, et puis un dernier point peut-être à rajouter au niveau de la transformation de l'entreprise. On dit que le service pré-presse disparaît. Moi, ce que je vois opérer de plus en plus, c'est un rapprochement de tous les services. Très souvent, notamment chez les imprimeurs, ceux-ci ont plusieurs compétences, hein, une compétence offset ou une compétence packaging, on voit les services de plus en plus se regrouper par le biais de l'automatisation. Parce qu'en fin de compte, tout simplement, les process, si sur le papier ils sont différents, au niveau des outils, ces outils permettent de synthétiser et d'en faire le facteur commun. Donc il y a effectivement aussi des changements, il y a des regroupements pour le mieux, pour une dynamisation, je dirais une synergie au sein de l'entreprise. D'accord. On va passer peut-être à la phase des questions dans l'Assemblée. Bonjour. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. On met en place, donc moi je travaille pour Pixeltech, on met en place des flux d'automatisation dans les entreprises du grand format. Donc on connaît très bien et Caldera et Dalim. Et la remarque de M. Chagas sur la personne en interne qui doit gérer ce projet, c'est une vraie problématique qu'on a tout le temps dans toutes les entreprises chez lesquelles on intervient. Et c'est vrai que, alors je vais prêcher un petit peu pour Pagora, mais la licence pro flux numérique permet d'avoir des personnes compétentes pour ça. Et je pense que c'est intéressant de se pencher sur ces problématiques-là, d'automatisation, de mise en place de solutions de web to print, etc. Et qu'il y a trop peu d'écoles aujourd'hui en France et trop peu d'intervenants qui travaillent dans les entreprises et qui connaissent ce domaine ou au moins ont la capacité de mettre en place ce type d'outils. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller voir Pagora et de regarder la licence pour ça. Merci pour cette remarque. J'en profite pour dire que les responsables pédagogiques de la licence, Nadège Reverdy et Valérie Bellinck, organisent tous les ans, fin juin, une journée de concertation à laquelle les industriels sont conviés pour justement nous aider à enrichir nos programmes et mieux les adapter aux besoins des entreprises.